Bonjour chers tous, bonjour chers amis, j'espère que vous allez très bien. Merci encore une fois de plus de votre fidélité. Bienvenue sur la chaîne Jeucouvre Tutoriel et Académie des logiciels d'ingénieurs. Les amis, nous allons donc continuer nos séries de formations qu'on avait commencé depuis hier sur le pack complet d'un projet d'un appartement R+10, 6 sur un radier général. C'est comme je l'avais dit depuis hier, cette formation est dédiée à mon très cher frère Arsène depuis la Côte d'Ivoire. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, likez nos contenus ainsi que partagez. Alors pourquoi je me suis permis de travailler ensemble avec vous sur ce programme de formation pas complet calcul et structure à la main d'un immeuble R+10, justement pour aider notre communauté à bien maîtriser les dimensionnements. Les amis, vous allez comprendre avec moi qu'il y a quelques semaines passées, on avait travaillé sur un autre projet. C'était un autre programme de pack complet, de calcul et structure à la main. Sauf que là-bas, on avait étudié un immeuble à R+5. Alors, la différence entre ce programme est que dans le premier programme, dans la partie infrastructure, on avait étudié deux types de semelles. Ensemble avec vous, nous avions vu comment prédimensionner et dimensionner une semelle isolée, mais aussi nous avions vu comment prédimensionner et dimensionner une semelle sous poteau. Je pense que la différence entre les deux est simple. Mais sauf que dans ce programme que nous avons débuté depuis hier de cette formation, c'est-à-dire calcul et structure à la main d'un R+10, sa particularité est que la partie infrastructure sera justement réalisée avec un radier général. Et donc, vous allez très bien maîtriser, par exemple, quels sont les éléments nécessaires à tenir en compte afin de calculer ou dimensionner un radier général, bien sûr à la main. Comment est-ce que l'ingénieur peut prédimensionner un radier général à la main? Est-ce que c'est vraiment important de différencier également les types de radiers que nous allons utiliser ici? Donc, tout ça, ce sont des questions que nous allons essayer un peu de répondre ensemble avec vous. L'idée d'aider notre communauté. Et donc, les amis, je pense que tout est dit. Et si vous êtes prêts, on y va directement à l'essentiel. Tout le monde, les amis. Encore une fois de plus, bienvenue sur cette formation de programme de formation, bien sûr, pas complet, de calcul et structure à la main d'un immeuble R+10, 6 sur un radier général. Je l'ai dit déjà au début de cette formation, pendant l'introduction. Abonnez-vous massivement, les amis, likez nos contenus ainsi que partagez. Avant de continuer, nous allons premièrement voir en fait la partie architecturale de ce projet. Je vais vous montrer quand même quelques perspectives, mais aussi quelques vues en plan, pour avoir une idée claire de ce que nous allons faire. Alors déjà les amis, concernant par exemple le vue en plan, voici donc cette vue en plan, rez-de-chaussée. C'est comme je l'avais dit depuis hier, dans chaque appartement, dans chaque niveau bien sûr, nous avons 4 appartements. C'est un plan type. Par exemple, ici, vous avez donc le hall principal, ainsi que 4 appartements. 2 appartements à gauche, et ensuite 2 appartements à droite. Regardez bien ici, vous allez voir que dans chaque appartement, vous avez, premièrement, donc un séjour, le sas ou le SAM, qui est justement à côté ici. Vous avez la cuisine, vous avez l'hall, et puis vous avez 2 chambres,
ainsi que la salle de bain ou toilette. De l'autre côté également, c'est la même chose, la même configuration. Donc, j'ai 4 appartements. Alors, dès que vous entrez au niveau du hall principal, vous avez un escalier droit ici, qui amène directement à la partie supérieure. Mais tout justement à côté, vous avez des ascenseurs. Ce sont des ascenseurs à peu près jumelés. Des ascenseurs, puisque c'est un bâtiment R+10. Alors, d'autant plus que c'est un plan type, ça c'était pour le rez-de-chaussée. Je peux vous montrer également la partie haute, c'est-à-dire la vie en plan étage. C'est justement la même configuration. À la seule différence, vous allez voir qu'au niveau de la vie en plan étage, vous avez quand même des balcons. Ok? Vous avez 2 balcons ici, c'est-à-dire un balcon à chaque niveau. Au niveau du séjour, vous avez un balcon. De l'autre côté, également un balcon. Là, vous avez un dépôt central, des dépôts centrales. Et puis, la même configuration un peu partout. Ok, donc c'est un plan type. Ça va jusqu'au-delà. Alors, voyons d'abord rapidement le rendu de ces projets. Concernant les rendus, regardez à quoi ça ressemble. C'est ça en fait le projet en question. Ok, c'est un plan type comme je l'avais dit. Voici le balcon que je viens de vous montrer tout à l'heure, à gauche tout comme à droite. C'est un plan type, donc un bâtiment R+10. C'est ce bâtiment que nous sommes en train de calculer, bien sûr à la main. Vous voyez? Voilà, donc c'est un peu ça les projets. Ok, de l'autre côté vous avez, ça c'est la partie haute, la dalle terrasse, ainsi de suite. Vous voyez? Ça c'est justement en perspective pour avoir une idée claire de ces projets. L'entrée principale est là. Dès que vous entrez par ici, vous allez vous retrouver directement dans le hall. Et vous allez dans l'appartement là où vous voulez partir. Ok, je m'en vais jusqu'à la fin. Donc, voilà ce que je voulais d'abord vous montrer à ce qui concerne le plan de ces projets. Alors, maintenant, nous allons continuer les projets. Voilà. Et donc, c'est ça. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi, les amis? L'ingénieur doit savoir comment structurer son travail. Le bémol est que vous ne puissiez pas bien structurer le travail et que vous allez en désordre. Dès que vous avez les projets, vous avez les plans, tout ce que je vous ai montré ici, l'ingénieur est censé de tracer premièrement ce qu'on appelle le plan des poutraisons. C'est à fonction de ça que vous serez à mesure, premièrement, de savoir le nombre des panneaux que vous avez bien sûr, et aussi entamer directement le prédimensionnement. Puisque le prédimensionnement vient avant le dimensionnement. C'est dans le prédimensionnement que vous serez à mesure d'abord de savoir les sections de vos éléments porteurs. Par exemple, la section de la colonne ou des poteaux, la section de la poutre, la section de la longrine, l'épaisseur de la dalle, l'épaisseur des voiles et tout ce qui va avec. Alors, sitôt que vous allez terminer le prédimensionnement, et après maintenant, vous allez donc passer aux évaluations de charges. Vous évaluez les charges, vous allez faire également la combinaison. Une fois que vous terminez avec la combinaison, eh ben, vous allez faire maintenant la descente de charges. Et puis, vous passerez dans le dimensionnement. Donc, tout doit être bien structuré. OK? Alors, à la seule différence, c'est que si par contre, on travaille sur les logiciels comme Robot Structural Analysis, aussitôt que vous terminez le prédimensionnement, vous évaluez également les différentes charges, vous passerez directement à la modélisation. Et après, vous allez commencer les dimensionnements. D'autant plus que ça, c'est un projet que nous sommes en train de calculer à la main. Et donc, nous serons exemptés de cette procédure de la modélisation sur Robot Structural Analysis. Donc, ce que je fais maintenant, je vais rentrer à partir d'ici. Aujourd'hui, nous allons voir le premier chapitre, intitulé justement étude de la dalle. Voyons rapidement d'abord la définition de la dalle. Qu'est-ce qu'on appelle en réalité une dalle? Par définition, il est à noter que une dalle est une structure plane dont l'épaisseur est de loin inférieure aux deux autres dimensions, c'est-à-dire à la largeur ainsi qu'à la longueur. Je reprends.
une dalle est une structure plane dont l'épaisseur est de loin inférieure aux deux autres dimensions, c'est-à-dire la longueur ainsi que la largeur. La dalle étant horizontale est souvent soumise à des charges verticales descendantes. Elle est toujours armée à sa partie inférieure, au moyen bien sûr d'un quadrillage d'armature, constitué par des nappes ou des nappes superposées et orthogonales. C'est-à-dire quoi? Vous avez généralement des nappes superposées, ok, et orthogonales, c'est-à-dire suivant les deux directions. Dans le sens longitudinal, mais aussi dans le sens, on peut dire, transversal. Alors, si la dalle est encastrée sur ses appuis, elle comporte à sa partie supérieure des armatures appelées chapeaux. C'est là où on parle de barre chapeau. Ok, c'est pas dit que dans toutes les dalles que vous allez calculer, c'est toujours nécessaire de placer les barres chapeaux. Non. C'est pas toujours nécessaire de mettre les armatures chapeaux. Donc ça dépend, il y a des conditions qui peuvent faire de manière à ce que l'ingénieur puisse placer le barre chapeau. N'oubliez pas que quand vous calculez les éléments ou vous calculez les projets, il faut penser également à l'économie. Raison pour laquelle vous allez voir que j'ai bien dit ici que si la dalle est encastrée sur ses appuis, elle comporte à sa partie supérieure des armatures appelées le barre chapeau. Ok? Voyons maintenant le type des dalles. Il existe plusieurs types de dalles utilisées dans la construction, à savoir premièrement ce qu'on appelle le plancher, c'est-à-dire la dalle normale. Et puis vous avez le plancher, dalle avec chapiteau sur colonne. Vous avez la dalle sans pignon, la dalle à nervure ou dalle nervureux. Et puis il y a ce qu'on appelle dalle gonfrée. Et puis également la dalle mixte et la dalle alourdie. Donc il y a plusieurs types de dalles qu'on peut avoir dans le génie civil. Alors pour ce qui nous concerne, nous avons donc opté pour la dalle nervureux en béton armé, selon bien sûr la conception de notre structure. Nous avons 10 planchers dont 9 sont identiques. Ok? C'est comme je viens de dire. Donc une fois que vous tracez le plan de poutraison, ça vous donne déjà une idée claire de bien séparer en fait le nombre des panneaux, notamment le nombre des planchers. Ok? Donc des petits planchers. Alors, ce qui me concerne ici, en réalité, j'ai 10 planchers dont 9 sont identiques. Et donc, on évolue. Alors, regardez maintenant le plan de poutraison que j'ai pu quand même à tracer. C'est comme je vous avais dit, dans le plan de poutraison, en fait, vous êtes obligé tout simplement de se référer au vie en plan. À travers justement le vie en plan, vous serez à mesure de tracer rapidement le plan de poutraison. Voici le plan de poutraison. Comme le nom le dit très bien, le plan de poutraison en réalité c'est un plan qui montre à l'ingénieur, qui donne une idée claire à l'ingénieur comment est-ce que les poutres vont passer justement sous la dalle. Vous voyez, donc comme là par exemple, je combien les panneaux en réalité. Donc je peux même compter ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 panneaux. Donc en réalité, j'ai 29 panneaux. Ok? C'est comme je l'avais dit, dans le 29 panneaux, il y a des panneaux identiques. Voilà. Maintenant, étant donné que le plan de poutraison est déjà tracé, tel que montré ici, eh ben, je peux maintenant commencer les prédimensionnements. Puisque vous ne pouvez pas d'abord faire le prédimensionnement si et seulement si que vous n'avez pas tracé le plan de poutraison. Le plan de poutraison est très très important pour que vous puissiez bien faire le prédimensionnement. Alors, prédimensionnement de la dalle. Dans notre travail, nous n'avons que les dalles rectangulaires uniformément chargées. Nous allons donc prédimensionner le panneau le plus défavorable en termes de la géométrie et des charges, puis nous répondrons dans le résultat obtenu à d'autres panneaux. Donc c'est ça en fait la procédure. Comme vous le savez très bien, l'ingénieur doit travailler toujours dans les cas les plus défavorables. C'est-à-dire quoi? Même si j'ai plusieurs panneaux, mais néanmoins,
je suis obligé de chercher, de trouver d'abord le panneau le plus défavorable en termes bien sûr de la géométrie, c'est-à-dire de dimension. Je le prédimensionne et après maintenant c'est que je vais obtenir là-bas, c'est-à-dire les charges ou les résultats que je vais obtenir, je vais justement donc les répartir en fait partout. Ok? Alors, à ce qui me concerne, quand je vérifie déjà la configuration, regardez comment est-ce que l'ingénieur peut prédimensionner une dalle. Vous avez l'épaisseur de la dalle ici. Pour prédimensionner le dalle, nous pouvons donc utiliser la condition suivante. Vous avez d'abord la largeur LY, ainsi que LX. LY, ça représente tout simplement la grande portée. Ça représente la grande portée, tandis que LX représente la petite portée. Donc, je descends rapidement ici. À ce qui me concerne ici, je suis maintenant obligé de vérifier. Alors, déjà, la formule est là pour prédimensionner la dalle. Donc, j'aurai 1 sur 35, LX, c'est-à-dire 1 sur 35 multiplié par LX, doit être inférieur ou égal à l'épaisseur, inférieur ou égal à 1 sur 25 LX. C'est-à-dire quoi? Le LX, comme je l'ai dit, c'est tout simplement la portée telle que montrée de l'autre côté. Ok? Alors, chez moi, maintenant, je suis obligé de trouver d'abord le LX. Alors, vous allez comprendre que notre plus grand panneau, ayant bien sûr la petite portée LX toujours égale à 50, à 5 mètres, et le LY aussi 5 mètres. Alors, pour vous montrer d'abord ce panneau, c'est juste question de venir ici. Attendez, je vais voir ça. Vous voyez par exemple ici. Voilà. 5x, c'est-à-dire 5 mètres. De l'autre côté, c'est également 5 mètres. Donc, c'est le panneau 8, 11, 19 et 21. OK? Voilà. C'est ces panneaux que moi, je vais considérer. Donc, je vais que remplacer directement par la formule. C'est beaucoup plus sympa. Donc, ça veut dire quoi? Étant donné que notre plus grand panneau, ayant donc la distance LX égale à 5 mètres, et LY aussi 5 mètres, donc nous aurons 1 sur 35 multiplié par LX, 5 mètres, doit être inférieur ou égal à l'épaisseur inférieure ou égale à 1 sur 25 multiplié par LX. Alors, je peux directement calculer ensemble avec vous. Nous allons voir ce que ça va donner. Donc, ça dit ici, j'aurai... ça dit 1 multiplié par 5, ça sera justement 5. Donc, j'aurai directement... Je vais aller rapidement. 5 divisé par 35. Ok, ça me donne la valeur de 0,14. C'est le 0,14 que vous voyez ici. Et de l'autre côté également, j'aurai donc 5 que je vais diviser par 25. Voilà, ça me donne une valeur de 0,2. Alors, l'épaisseur doit être comprise entre ces deux valeurs. Ok? Donc, il est conseillé de prendre l'épaisseur un multiple de 5. Ça, c'est selon bien sûr la norme. Il est conseillé de prendre l'épaisseur de la dalle un multiple de 5. Ou un nombre pair. D'où on a adopté donc une épaisseur justement de 15 cm. Puisque ici, j'avais trouvé une épaisseur de 14, entre 14 et 20 cm bien sûr. Donc j'ai pris l'épaisseur de 15 cm. Là c'est bon, je n'ai pas de problème. Donc c'est pour dire qu'à ce stade, je viens de terminer le prédimensionnement de la dalle. Alors, voyons rapidement maintenant l'évaluation des charges. Comment l'ingénieur sera à mesure d'évaluer les charges? Déjà hier, je vous avais montré que les charges que nous allons utiliser ici, on fera face à deux types de charges, c'est-à-dire une charge permanente, mais aussi une charge d'exploitation. Quand je dis une charge permanente, c'est pas seulement une seule charge, c'est-à-dire qu'on aura plusieurs charges permanentes, ainsi que plusieurs charges d'exploitation. Alors, je vais commencer d'abord avec le point 5.1, charge permanente. Le point A, la dalle d'habitation. En faisant bien sûr une coupe transversale de la dalle, vous avez la dalle, vous avez le mortier, ainsi de suite. Regardez maintenant comment j'ai réparti en fait mes épaisseurs. La première couche ici, l'épaisseur est de 2 cm. Ça représente tout simplement le carrelage du poids, les carrelages bien sûr, avec le poids volumique de 19 000 Newton par mètre cube. La deuxième épaisseur ici est de 2 cm. Ça représente justement le mortier des poses et le poids volumique est de 22 000 Newton par mètre cube.
Et ça, vous avez l'épaisseur justement de la dalle, que je viens de prédimensionner, qui est de 15 cm. L'épaisseur de la dalle, porteur bien sûr, avec le poids volumique de 2500 Newton par mètre cube. Et puis enfin, ici, vous avez l'épaisseur de 2 cm, qui est justement l'enduisage avec le poids volumique de 22 000 Newton par mètre cube. Donc, c'est beaucoup plus simple. OK? D'abord, j'ai commencé par d'abord la coupe transversale, afin de bien voir la configuration ou la composition justement de la dalle. J'ai décortiqué chaque épaisseur avec son poids volumique, d'abord à part. Et après, maintenant, je vais l'évaluer. Je vais commencer d'abord par les points A. Les points A, c'est-à-dire le poids propre de la dalle. C'est-à-dire le G1 sera égal à quoi? Comment maintenant vous allez calculer le poids propre de la dalle? C'est beaucoup plus simple. C'est juste question de prendre son épaisseur multiplié par le poids volumique. Donc, si je prends l'épaisseur de 0,15, je prends ça donc en mètres, je multiplie par 25 000 newtons par mètre cube, ça me donne une valeur de 3750 newtons par mètre carré, puisque le mètre et mètre vont tomber. Alors, le deuxième point maintenant, le poids propre de revêtement, c'est-à-dire les carrélages plus mortier dépose, plus enduit. Le GD, c'est-à-dire G1, j'ai trouvé, je calcule maintenant le GD, c'est-à-dire le poids propre 1, la charge permanente 1 est trouvée. Maintenant, la charge permanente 2, dit justement au revêtement. Donc, j'aurai quoi ici? Donc, j'aurai 2, donc j'aurai en réalité en mètres 0,2 plus 0,2 plus 0,2. Ça me donne une valeur de, qu'est-ce que je dis? Non, 0,2 plus 0,2 plus 0,2. Ça fait 0,6. C'est-à-dire quoi? Les 0,2 du carrelage plus 0,2 du mortier plus 0,2 de l'enduit. Ça me donne une valeur de 0,06. Je vais multiplier maintenant par le poids volumique. OK? Je multiplie par le poids volumique. Alors, le poids volumique ici, j'utilise, comme je l'avais dit depuis hier, Bayel. Alors, si vous vérifiez bien dans Bayel, vous allez voir que le poids volumique, ça varie exactement. Alors, il y a d'autres personnes qui utilisent le 22, tout comme le 21. Bon, mais c'est que moi, je vais utiliser ici, je prends le 21. Donc, je vais utiliser le 21. C'est-à-dire, j'aurai 21 000 newtons par mètre cube. Ça me donne une valeur, justement, de combien? 0,06 multiplié par 21 avec 3 zéros. Voilà, ça me donne une valeur de 1260 newtons par mètre carré. Alors, d'où le grand G sera égal à G1 plus GD. Donc, GD déjà est là, donc je remplace seulement, je vais l'additionner avec le G1, c'est-à-dire 3750. Ça me donne une valeur de 5010 newtons par mètre carré. Je pense que jusque-là, c'est bon. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, je vais passer au point 2, c'est-à-dire au niveau de la dalle de la toiture terrasse, puisque je vous avais dit que on aura également une dalle au niveau de la toiture terrasse. Donc, regardez maintenant la configuration. Vous avez premièrement la première figure, 1, la deuxième figure, 2, la troisième, 3, par rapport à la dalle bien sûr, et puis la quatrième, 4. Maintenant, le premier point, ça représente quoi? Ça représente tout simplement l'intensité, ayant bien sûr le poids spécifique de 120 newtons par mètre carré. Le deuxième, c'est-à-dire mortier de pente. La pente minimale ici, j'ai utilisé une pente de 1 sur 100. L'épaisseur moyen de 4 cm. Vous avez également la dalle en béton armé, l'épaisseur qu'on avait bien sûr prédimensionnée de 15 cm, avec son poids volumique de 25 000 newtons par mètre cube. Et puis enfin, vous avez l'enduit, ayant une épaisseur de 2 cm, et puis le poids propre, ou disons comment le poids volumique, de 22 newtons par mètre cube, qu'on a utilisé alors le 21. Donc, après ça, maintenant, je peux continuer également. Je commence d'abord par le poids propre de la dalle. Là, je suis déjà au niveau de la dalle terrasse. Donc, j'aurai le G1, la même procédure, que je vais multiplier par le poids volumique. Donc, ça sera le 0,15 multiplié par le 25 000. J'aurai la même valeur. 0,15
multiplié par 25. Voilà. 3750. Mortier des pentes plus étanchéité et enduit. C'est-à-dire, j'aurai 2, 2, 2. OK? Donc, je prends ça. Donc, j'aurai 0,06 puisque 2 plus 2 plus 2, ça me donne 6. Multiplié par la masse volumique. OK? Plus. OK? Le 1200 newtons par mètre carré déjà calculé. Et je trouve directement la valeur de 2520 newtons par mètre carré. D'où le deuxième G également, le grand G, ça sera justement l'addition entre les deux. Donc ça sera ça, le G2 plus le G1. 3750, ça me donne une valeur de 6270 newtons par mètre carré. OK? Là également c'est bon. Alors maintenant, je vais faire quoi cette fois-ci? Je passe directement au niveau de la charge d'exploitation. Le bâtiment étant à l'usage des appartements, il est classé parmi, bien sûr, les bâtiments d'habitation. Et on adopte, donc, pour la dalle d'habitation, une charge de 2000 newtons par mètre carré. Et pour la dalle de terrasse, une charge de 1000 newtons par mètre carré. Accessible uniquement pour l'entretien. La combinaison maintenant. Combinaison de charges. On élit donc, ça sera le 1,35 multiplié par G, plus le 1,5 multiplié par G. Comme je vous avais montré. OK? C'est-à-dire quoi? Les 1,35 multiplié par G, plus le 1,5 multiplié par Q. Ça, c'est le Q. Tandis que le LS, ça sera donc le G plus Q. OK? Alors, j'ai tracé un petit tableau ici, pour que ça soit beaucoup plus simple. Alors, là, vous avez d'abord, selon bien sûr ces tableaux, là, vous avez la colonne selon les usages. Et puis, de l'autre côté, vous avez donc les différentes charges permanentes. Et là, vous avez les différentes charges d'exploitation, déjà bien sûr calculées. Et là, vous avez la valeur en ELU. Et là, la valeur en LS. OK? Donc, le premier point, vous avez d'abord, au niveau de l'habitation, vous avez dans la charge calculée, on avait trouvé une valeur de 5010 newtons par mètre carré. La charge d'exploitation, on a dit que cette valeur est de 2000 newtons par mètre carré. En ELI, donc vous remplacez directement à partir d'ici, vous remplacez avec le 1,35, ainsi de suite. OK? Donc ça veut dire quoi? Je peux le faire avec vous pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, déjà concernant le ELI, donc on aura quoi? On aura 1,35, OK? Multiplié par le G, la charge permanente, c'est-à-dire 5010, ça me donne cette valeur. Vous voyez? Ça me donne déjà cette valeur que je peux soit garder. OK? Attendez, je vais garder cette valeur pour que nous puissions parler le même langage. Excusez-moi les amis, car je suis un peu grippé. Et donc, c'est comme ça que je vais procéder. Alors, étant donné que la valeur est connue, maintenant, je vais faire la même chose également avec le Q, c'est-à-dire la charge d'exploitation. Là, maintenant, les coefficients, ça sera dans le 1,5 que je vais multiplier. Cette fois-ci, ça sera multiplié par quoi? Multiplié par le 2000. OK? Ça me donne également la valeur des 3000. Maintenant, je vais additionner dans le 2. C'est-à-dire, j'aurai ça, plus le 6763,5. Et ça me donne la valeur que vous voyez ici. Ça, c'est en ELI. Vous voyez? Le 9763,5 en ELI. Donc, c'est exact. Alors, vous faites également la même chose. Vous allez trouver la valeur en LS. Et là, également, je calcule maintenant pour la dalle terrasse la même procédure. Alors, étant donné que j'ai déjà toutes mes valeurs, maintenant, je vais calculer maintenant les moments. Calcul des moments dans le panneau, aux appuis et en travers. Là, c'est beaucoup plus simple. Il existe plusieurs méthodes des calculs de sollicitation d'une plaque. Entre autres, vous avez la méthode des lignes de rupture. Vous avez la méthode de Marcus. OK? Celle que nous allons utiliser. Vous avez également dans l'utilisation des abacs. OK? Des pichots. Et vous avez la méthode forfaitaire aussi, tout comme la méthode des CACO.
Alors, la méthode des éléments finis également existe, etc., etc., puisqu'il y en a plusieurs. Tandis que dans notre étude, nous adoptons la méthode de Marcus. Ok, la méthode de Marcus, puisque c'est une méthode beaucoup plus simple. Ça consiste justement d'utiliser cet abac. Vous voyez, abac de Marcus. Cet abac. Ok? Voilà, l'abac de Marcus est là. Si vous avez besoin de cet abac, écrivez-moi. Je vais vous le partager. Ok, l'abac de Marcus est là, donc je vais me servir rapidement de cet abac. Donc, je viens ici. Je vais continuer. Nous allons voir maintenant le principe de la méthode de Marcus. La méthode de Marcus revient justement à considérer chaque panneau de la dalle isolement et à calculer les moments fléchissants positifs au milieu ainsi que les moments négatifs éventuels en bordure du panneau, sans se préoccuper justement de l'influence de panneaux voisins. C'est ça en fait le principe de cette méthode. Donc, on considère un panneau de la dalle comme parfaitement encastré, là où il y a contenu avec un autre panneau, et librement appuyé au droit des poutres des rives ou dans le mur en maçonnerie. Marcus a pu établir ou calculer des coefficients de réduction pour des valeurs de moment maximales. Ok? Donc, Marcus a déjà presque tout fait. Par exemple, au milieu, c'est-à-dire en travers ici, vous avez donc comment calculer les moments suivant la direction des x. C'est-à-dire, vous aurez les kx multiplié par pi multiplié par l carré, lx carré. Suivant la direction des y, vous aurez donc les ky multiplié par pi multiplié par ly au carré. Ok? Ça, c'est en travers. Et aux appuis, maintenant, vous aurez les x qui serait égal à kx' multiplié par pi multiplié par lx carré. Suivant la direction des y, vous aurez donc les ky' multiplié par pi multiplié par ly carré. Alors, c'est vraiment simple. Regardez maintenant comment maintenant je peux débiter ces calculs. Par exemple, le point K. Au niveau des cas d'habitation, je prends d'abord les premiers panneaux, c'est-à-dire les panneaux 1, 6, 23 et 27. Ce sont des panneaux identiques. La section, ça fait 4 mètres fois 3 mètres. Alors, je vais trouver d'abord les alphas. Si je vais calculer les alphas, c'est beaucoup plus simple. Pour trouver les alphas, c'est simple. C'est juste question de prendre la petite portée, c'est-à-dire les 3 mètres sur 4 mètres. Ça me donne une valeur de 0,75 qui sort supérieure à 0,4, d'où la dalle porte dans les deux sens. Ok? C'est-à-dire ici, vous aurez dans les 3 mètres que vous allez diviser par les 4 mètres. Ça me donne cette valeur. Et donc, après ça, maintenant, je vais calculer directement le rho ici. Ça sera égal tout simplement à Lx sur Ly, comme je viens de le dire. Donc, ça sera maintenant l'inverse de alpha. Ok? Donc, ça sera le 4 mètres sur le 3 mètres. Alors, dès que vous calculez, vous allez trouver la même valeur que moi. Ok? Je peux également récalculer ensemble avec vous. C'est-à-dire, j'aurai quoi en réalité? Donc, j'aurai 4 mètres. Le 4 mètres ici. Non, 4 mètres. Que je vais diviser maintenant par les 3 mètres. Ok? Ça me donne une valeur de 1,33. Alors, je continue. Maintenant, nous savons que Kx, Ky, Kx', Ky', ce sont des coefficients que je suis obligé d'avoir justement dans la bac. Tout en sachant que la valeur ici, c'est-à-dire les alpha calculés ici, la dalle porte dans les deux sens. Et donc, je m'en vais rapidement sur la bac de Marcus. Ok, je m'en vais rapidement sur la bac de Marcus pour vérifier quand la dalle porte dans les deux sens, quels sont les coefficients à considérer. Et donc, la dalle est appuyée sur les 4 côtés. Ça, c'est les 4 côtés. La dalle porte, voilà, un seul côté. Moi, je cherche dans les deux sens. La dalle est encastrée sur des côtés et opposée à l'autre dans les deux sens.
Ok? C'est-à-dire, vous avez les coefficients de kx, ky, kx', ky'. Ce sont des coefficients que je pris et puis je mis justement ici. Maintenant, je peux calculer rapidement le moment. Le moment suivant la direction des x, ça sera égal à 0,015 multiplié par la valeur calculée ici. Ok? Vous avez la formule, hein, donc c'est la formule que je vous avais montrée ici. Ok? Kx multiplié par pi multiplié par lx carré. Et pour y également, la même procédure. Donc ici, je peux que remplacer et puis calculer. Dès que je remplace, ok, je remplace donc 0,015 multiplié par 9763,5 que je viens de calculer tout à l'heure. Et puis je le multiplie également par donc le L, ok, Lx carré. Je trouve la valeur que vous voyez ici. Ok. Je calcule également pour moment suivant la direction des y. Je les calcule aussi, ok, les x ainsi que le y ici. Alors, et après maintenant je peux faire également la même procédure pour le point B, l'autre panneau. Donc les amis, je pense que la procédure n'est pas du tout compliquée. Voilà déjà ce que je voulais vous montrer concernant ce chapitre. Nous sommes encore au début, donc je refuse d'aller beaucoup plus rapide. Je pense que la formation a été tellement assez longue. Je refuse que la vidéo soit un peu fatigante. Merci de votre disponibilité. Nous allons continuer pour enchaîner ce chapitre lié justement à la dalle. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube. Likez le contenu ainsi que partagez. Nous allons continuer prochainement. Excellente journée. Au revoir.